Le 8 mars 2014, le Boeing 777 du vol Malaysia Airlines 370 décolle pour Pékin avec 239 personnes à bord. 40 minutes après son décollage, l'avion coupe tous ses moyens de communication avec l'extérieur. Les radars militaires indiquent quelques heures plus tard qu'il a fait demi-tour pour retraverser la Malaisie en sens inverse. Les données Inmarsat, société britannique spécialisée en télécommunications par satellite, dévoilent que l'avion changea plusieurs fois de cap durant plusieurs heures avant de disparaître à tout jamais dans l'océan Indien. Plus de 7 ans plus tard, malgré d'immenses moyens mis en œuvre de plusieurs gouvernements, nous ne savons toujours pas où se trouve le MH370. Sa disparition est aujourd'hui considérée comme le plus grand mystère de l'aviation civile. For an airplane to disappear is not normal. On va trouver d'autres morceaux pour retrouver le puzzle. Past few weeks have been heartbreaking. Il est évident qu'on nous ment, il est évident qu'on veut nous cacher la vérité. I don't think that this kind of government, a liar and even a murderer, can solve anything. C'est un sujet délicat pour lequel, si l'on ne se renseigne pas un minimum sur des termes techniques et une approche rigoureuse du monde de l'aviation, on tombe vite sur la conclusion que l'avion est tombé dans une faille spatio-temporelle ou a été téléporté par des aliens, car évidemment, c'est plus simple à comprendre. Et pour être sûr de ne pas trop dire de conneries, mais aussi pour pouvoir poser des questions à quelqu'un qui est au premier plan de cette affaire, je suis parti à la rencontre de Xavier Titelman. Alors je suis Xavier Titelman, je suis un ancien de l'aviation navale, je suis spécialisé en sécurité aérienne, passionné d'aviation depuis toujours, et du coup j'investigue des accidents aériens avec plein de copains, et il y en a un évidemment qui est le travail ultime, c'est le MH370 parce que c'est le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation de tous les temps. Cet épisode va donc être un peu spécial, comme on dit dans le jargon YouTube, j'espère qu'il vous plaira. Et sachez que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne secondaire une vidéo qui sort au même moment, dans laquelle nous abordons la crédibilité du crash de Lost, la peur de l'avion et d'autres choses encore. Ça me ferait chier de mourir parce qu'il y a un débile à piloter l'avion, tu vois. Ça me ferait chier aussi. Mais en l'occurrence, le système est fait de telle manière qu'il n'y a pas de débile dans le cockpit. Je vous souhaite un bon épisode, c'est parti. Il suffit de quelques recherches pour comprendre que beaucoup de choses ne vont pas dans l'affaire du MH370. Ces choses étranges font dire à beaucoup que l'on ne saura jamais ce qu'il s'est réellement passé, car les gouvernements nous cachent la vérité. C'est ce que soutient par exemple Ghislain Watrelot, Français qui a perdu sa femme et ses enfants dans le crash. Il y a toujours cette quête de vérité qui n'est pas terminée, il y a toujours... Je suis persuadé qu'on nous ment, je suis persuadé que des tas de gens savent jusqu'au gouvernement français et il va falloir toujours aller chercher la vérité. J'espère qu'on la saura un jour. Premièrement, il n'y a aucune preuve que les données Inmarsat soient authentiques. Les familles ont souvent demandé les documents, jamais elles n'ont eu le droit de les voir. Même le juge français, l'une des dernières personnes à s'intéresser encore à l'affaire, n'a pas pu y avoir accès. Deuxièmement, le flaperon retrouvé en Réunion qui, dit-on, appartient au MH, ne contient aucune plaque ou numéro de série prouvant ces dires. Troisièmement, l'avion a traversé 7 pays lors de son vol, et aucun n'a été inquiété par celui-ci. Personne n'a signalé qu'un avion inconnu survolait leur territoire. Ajoutons à tout ceci que l'on n'a pas retrouvé de débris flottants sur les lieux de recherche, la communication désastreuse des gouvernements au sujet du drame, ainsi que divers satellites qui sont mystérieusement tombés en panne le soir du vol, ces éléments réunis tentent à prouver que l'on essaye de cacher quelque chose. Xavier, ces éléments sont-ils si étranges que ça? On se monte la tête pour rien ou effectivement c'est un peu bizarre? Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas directement expliquer, tout simplement parce qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Maintenant, avoir des systèmes qui dysfonctionnent, c'est déjà arrivé, et on a effectivement, par exemple, ce microphone qui arrête de fonctionner à certains moments, c'est simplement des pannes qui arrivent. On a par exemple ce radar qui n'est pas orienté dans la bonne zone à cette période-là, mais c'est un radar très longue distance australien qui peut être pointé vers le nord, qui peut être pointé vers l'ouest. Là, pas de bol, il était pointé vers le nord. On a le radar indonésien qui est au nord de la péninsule, pareil, qui est en panne, mais qui est en panne depuis plusieurs jours, et c'est connu
de la part des ingénieurs. Donc tout ça, effectivement, quand on le regarde maintenant en se disant c'est dommage que le radar fonctionnait pas, c'est dommage que le ZM fonctionnait pas, mais la réalité c'est que malheureusement, sur les dizaines de radars et les dizaines de micros qui étaient utilisés, il y en a certains qui ne fonctionnaient pas ce jour-là, et ça on n'y fera rien. Néanmoins, les données qu'on a, notamment les données Inmarsat, en réalité c'est pas les seules. On a les données Inmarsat, c'est-à-dire les communications entre l'avion et le satellite. On a également les communications du téléphone portable et du copilote vers le sol, parce qu'il a rallumé son téléphone portable, ça a pingé avec le sol. Donc on a quand même, et les radars primaires et secondaires dans le début, mais c'est-à-dire qu'on a vraiment des échos, un avion et une masse métallique dans le ciel, un radar ça envoie des ondes, les ondes elles rebondissent sur cette masse métallique, et ça revient. Donc on a réellement des preuves très concrètes de ce qui s'est passé. Les données Inmarsat, on dit on n'a pas les preuves initiales, mais en réalité on a toutes les raw data, donc on a les données sources, simplement elles ne sont exploitables qu'avec les logiciels d'Inmarsat. Donc Inmarsat a fourni un fichier Excel avec voilà ce qu'on en peut en tirer. Mais à quoi ça vous sert d'avoir une série de 1 et de 0 c'est comme si on vous donnait une image, le fichier image, mais vous n'avez aucun logiciel pour les ouvrir. Et donc évidemment, on a une retranscription. Mais on a une retranscription qui est tellement riche, et on l'a eu tellement tôt, que personne dans le monde ne peut imaginer que ces données auraient été inventées. On ne peut pas générer un jeu de données aussi parfait en si peu de temps. Par exemple, quand ça a été partagé au début, on n'avait pas réfléchi à beaucoup de choses. Et donc, il y a les ingénieurs, par exemple Duncan Steele, qui est astrophysicien, qui a dit « Oui, mais regardez les données telles qu'elles sont exploitées, donc c'est des temps de réponse entre l'avion qui est interrogé par le satellite et qui répond. Oui, mais regardez, le satellite, il y a des micro-oscillations dans le satellite. Donc il faudrait qu'on intègre les micro-oscillations du satellite dans le temps de réponse. Ah oui, et puis aussi, le satellite est passé dans l'ombre de la Terre. Et quand il est dans l'ombre de la Terre, il fait plus froid, donc le système met 1 milliardième de seconde de plus pour répondre. Et ces données-là, quand on a eu les données Inmarsat, elles n'étaient même pas connues. Tout ça, c'est des analyses qu'on a pu faire des semaines et des semaines après. Donc on ne peut pas imaginer que des ingénieurs créent un jeu de données tellement parfait que, par exemple, les chercheurs du CNRS australien ont mis plus de 3 ans à réussir à extraire la totalité de ces données-là, de leur richesse, pour définir des taux de chute, des vitesses de chute. Donc comment est-ce qu'on peut dire, tiens, ils ont inventé des données qui sont toutes fausses. Voilà, très clairement, on n'est pas dans la capacité technique de produire des jeux de données qui vont ensuite être investigués par des milliers d'ingénieurs, parce qu'elles sont connues partout dans le monde, qui ne trouvent aucune faille. Et vous avez des groupes, comme par exemple l'IG Group, un groupe d'indépendants, d'experts indépendants, qui a cherché à trouver les failles. Et il n'y en a aucune. Il y a vraiment les données satellites, les données radars, et donc là on a vraiment des échos-radars qui nous disent que cet avion a été de ce côté-là, des échos-radars primaires, dont les données ont été partagées pour les radars civils, pas pour les radars militaires. Les militaires nous disent l'avion était là, donc on a des positions. Le radar civil, primaire, nous dit réellement, on a les raw data. Donc on a vraiment toutes les données qui sont exploitables. Et on a du coup tout qui est fiable, et tout qui se confirme les uns avec les autres. Les données satellites, les données du téléphone portable, les données des radars, et l'emplacement des débris, parce que ce qu'on va retrouver par la suite, les débris qui vont arriver, notamment sur l'île de la Réunion, mais ensuite il y en a quand même plus d'une vingtaine maintenant qui sont authentifiés, et ben ça correspond également à cette zone, puisqu'il faut 1 an et demi pour dériver jusqu'aux les côtes africaines. Comment tu expliquerais le fait que certains doutent de ces données? Typiquement le flaperon. On dit qu'il y a une des plaques qui n'est pas présente, mais sur les flaperons, et notamment c'était rigolo parce que CNN, quand ils ont été vérifier qu'est-ce que c'était qu'un flaperon, ils ont été voir et la fameuse plaque d'identification n'était pas présente sur ce flaperon. Parce que oui, avec le SkyDroll, ça peut être collé, et donc ça peut se décoller avec le temps, avec le froid, avec l'humidité, avec le produit anti-icing. Par contre, à l'intérieur du flaperon, il y avait 2 autres numéros de série qui correspondent. Et puis si on ne croit pas au flaperon, de toute façon, il y en a encore plusieurs dizaines derrière qui ont une certitude avec des numéros de série uniques, avec une richesse incroyable. Je veux dire, on n'a pas craché un autre Boeing 777 dans la mer pour pouvoir les déformer d'une manière, pour pouvoir inventer un scénario. C'est aberrant. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve rien sur l'endroit? Parce qu'on cherchait pas au bon endroit. Faut se souvenir, au début, les analyses, telles qu'on a évoquées tout à l'heure, on a mis quasiment 10-15 jours avant de réussir à avoir une zone qui était fausse à 1 million de kilomètres carrés près. 1 million de kilomètres carrés. Et quand on a donné cette zone,
les bateaux qui faisaient la recherche, ils étaient encore au large du golfe de Thaïlande, ils étaient 6000 km trop au nord, donc le seul moyen d'aller dans cette zone, c'était d'envoyer des avions de patrouille maritime, et c'était tellement loin de l'Australie qu'il y avait 4 heures de vol pour y aller, ils avaient que 2 heures d'autonomie sur place, puis 4 heures de vol pour revenir. Et on s'était gouré de zone à plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'est pour ça qu'on n'a rien retrouvé sur le moment. Souvenez-vous, le Rio-Paris. Le Rio-Paris, on sait exactement à quel endroit il va émettre son dernier message de défaut technique, et pourtant on va retrouver que quelques morceaux qui flottent, alors qu'on est déjà sur la bonne zone. Et il a fallu plus de 2 ans pour retrouver le Rio-Paris, alors qu'on était directement sur la bonne zone et qu'on a retrouvé les morceaux flottants. Donc là, il faut imaginer, 18 mois plus tard, on retrouve un morceau qui a dérivé, et puis on a toutes ces données qui sont relativement imprécises, c'est ça qui fait qu'on le retrouve pas, et comme on le retrouve pas, évidemment, on part dans des scénarios, les gouvernements nous mentent, ils inventent des choses. Là, techniquement, on ne peut pas imaginer que tout le monde mente, parce que si c'est un complot tel qu'on l'aura inventé, ça veut dire qu'on a des gens dans les tours de contrôle qui mentent, avec des données qui sont falsifiées, chez Inmarsat également, mais également les pêcheurs, ok, l'avion serait tombé ailleurs, ils auraient récupéré des morceaux, et donc les morceaux qu'on a récupérés, je sais pas, les militaires, ils ont des bateaux de pêche pour collecter tous les morceaux, on retrouve rien. Enfin, il faut imaginer, il y aurait des milliers de personnes qui seraient impliquées, et de mon point de vue, plus il y a de gens impliqués dans un complot, plus il a de chances de s'ébruiter, et donc moins de chances qu'il soit réaliste. Voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. L'avion transportait quelque chose qui soit ne devait absolument pas arriver en Chine, et donc l'avion aurait été abattu, soit quelque chose à livrer en dehors du Cap, par exemple à des terroristes, et l'avion se serait soit perdu, soit, là encore, aurait été abattu. On pourrait même, troisième hypothèse sur le sujet, envisager que l'avion a en fait craché à cause de cette cargaison qui se serait enflammée. En effet, dans la soute se trouvaient 2,5 tonnes d'appareils électroniques, dont des batteries au lithium. On ne peut pas dire en 2014 qu'un Boeing 777 avec 239 personnes a disparu. Et c'est ça le sens du titre. Quand je dis le vol MH370 n'a pas disparu, c'est une réponse en fait à l'absurdité de la version officielle. Florence Dechangy, journaliste qui remet en cause les théories officielles de la disparition du vol MH370, déclare: on a découvert dans le rapport officiel que cette cargaison n'avait pas été passée au scanner, ce qui est totalement inadmissible du point de vue de la sécurité aérienne. Ensuite, la raison donnée pour expliquer le fait que la cargaison n'a pas été scannée est qu'elle était trop volumineuse, ce qui est totalement incompatible avec la description du contenu. Et comble du comble, cette cargaison de 2,5 tonnes d'électronique est arrivée par camion à l'aéroport le soir même avec une escorte de sécurité, ce qui est tout à fait inhabituel et extrêmement suspect. Cette cargaison mystérieuse est-elle à l'origine de la disparition du vol? Était-ce d'ailleurs vraiment des batteries? Certains se posent la question. Mais plus que ça encore, une autre partie de la soute fait débat. 4,5 tonnes de fruits exotiques, de mangoustans. En effet, ce n'était pas la saison de ces fruits. Est-ce une preuve que les données de la soute ont été trafiquées? Selon certains journalistes, les batteries et les fruits auraient pu se mélanger, créant un cocktail explosif qui aurait eu raison de l'avion. Alors Xavier, est-ce que c'est normal cette histoire de cargaison non contrôlée? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Et est-ce que des batteries auraient pu créer une explosion qui a détruit l'avion en plein vol? Alors, il y a certainement des choses intéressantes. Peut-être effectivement qu'il y a eu une partie de la cargaison qui n'a pas été investiguée. Peut-être que c'était de l'ivoire, peut-être que c'était un drone américain qui se serait crashé en Somalie, qui aurait été récupéré par les Chinois, par la Malaisie. Il y a plein de théories autour de ça. A priori, c'est quand même principalement des batteries. On connaît l'usine, on sait à quelle heure ils ont envoyé ces fameuses batteries, donc c'est quelque chose évidemment qui est inflammable et donc qui est dans des conteneurs spéciaux. L'idée que ça puisse être trop gros pour passer dans des conteneurs à rayon X, normalement c'est quand même quelque chose qui est illégal. Tout ce qui rentre dans un avion est systématiquement contrôlé dans son intégralité. Donc là, s'il y a une faille de ce côté-là, très clairement il faut la reconnaître, il faut investiguer, il faut aller plus loin. Mais aujourd'hui, nous dire il y a peut-être une partie de la soute qui était quelque chose qu'on connaît pas, ça ne nous donne pas une explication sur ce qui s'est passé par la suite. Partir d'un scénario pour écrire un film hollywoodien en disant ouais c'est parce que les Chinois avaient trouvé un truc, les Américains voulaient pas donc ils ont abattu l'avion ou le détourné ou je sais pas ce qu'ils ont inventé. Enfin
Je veux dire, moi je peux inventer 50 scénarios aussi, parce qu'il y a une petite faille à un endroit, on peut inventer n'importe quoi derrière. Il y a des gens qui vous disent, le commandant de bord, il y avait un de ses copains qui venait d'être emprisonné, et donc c'est lui qui a pris. Mais on n'en sait rien. Est-ce que c'est le pilote qui a détourné l'avion? On n'en sait rien. Donc partir d'un petit élément, effectivement, s'il y a une erreur dessus, pour en déduire que tout le reste est faux, et donc inventer un scénario par contre qui ne tient pas techniquement, parce que la suite ne tient pas, moi franchement j'y crois pas. Ensuite pour les mangoustans, c'est pas la saison des mangoustans en Chine, mais à partir du mois de février, c'est la saison du mangoustan dans une partie de la Malaisie. Dans un des rapports, ils donnent même le nom et le lieu d'où viennent ces mangoustans, d'où est-ce qu'ils sont exportés, et quel est le producteur. Donc on sait qu'il y a des mangoustans qui sont produits dans la saison à cette période-là. Vous en trouverez peut-être pas en Thaïlande, vous en trouverez peut-être pas un peu plus au nord. Par contre, il y en a déjà en Malaisie. Je sais pas si le mangoustan émet des vapeurs explosives et que ça peut se mélanger avec autre chose, on n'en sait rien, puisqu'on sait toujours pas, même s'il y a eu un incendie à bord, on n'en sait rien de ça. Il y a une probabilité que ce soit réaliste, mais aujourd'hui tout ça c'est des suppositions qui reposent absolument sur rien. Ouais, ok. En plein cœur de l'océan Indien se trouve la plus puissante base militaire des États-Unis, située en dehors de leur territoire. Selon une théorie très populaire sur les internets, le vol MH370 n'a jamais été retrouvé car il a été abattu par les soldats américains. En effet, il est difficile de croire que les militaires de cette base n'aient pas une idée de l'endroit précis où se trouve le Boeing. S'ils sont là, à Diego Garcia, c'est justement parce que cette base permet aux États-Unis de contrôler l'océan Indien grâce aux moyens de détection mis à disposition de ces militaires. Donc, si l'armée ne dit rien, n'a-t-elle pas quelque chose à cacher ? On pourrait aussi suggérer que si l'avion n'a jamais été retrouvé, c'est car les États-Unis ont tout fait pour le dissimuler. Ainsi, aucune boîte noire ne pourrait prouver cet accident. L'armée a-t-elle pensé que l'avion allait faire une attaque kamikaze, un 11 septembre bis ? Pour renforcer cette hypothèse, 2 Iraniens ont embarqué à bord de l'avion avec des passeports volés. Beaucoup de journalistes pensent que ce sont eux, les terroristes, qui ont détourné l'avion. Comme Xavier le suggère dans l'une de ses vidéos, l'un des éléments clés qui tend à prouver que la perte de communication du vol est d'origine humaine nous vient du transpondeur. Le moment où le transpondeur a été éteint, vous savez que le transpondeur, il y a le système de la DSB qui va envoyer des informations. Ici en bas à droite, vous avez le rotateur et vous voyez, ici c'est le mode de fonctionnement normal, et pour passer sur le mode stand-by, sur le mode pour l'éteindre, vous avez ici le passage sur Alt Off, altitude off. À 17h20, 33 secondes et 61 centièmes, on a l'altitude, on a toutes les informations normales de la DSB, mais à 17h20, 34 secondes et 15 centièmes, puis 17h20, 34 secondes et 55 centièmes, on a l'information sans l'altitude, et après ça se coupe. Est-ce que cette demi-seconde correspond au moment où quelqu'un dans le cockpit est en train de le couper pour passer sur stand-by ? Cette demi-seconde pourrait correspondre à une manipulation humaine volontaire dans le cockpit afin de couper le transpondeur. Cela prouve-t-il que l'avion était à ce moment-là sous le contrôle de terroristes ? Xavier, pourquoi éteindre le transpondeur? Les débris retrouvés permettent-ils réellement de penser que l'avion a survolé Diego Garcia? Les pilotes sont-ils formés en cas d'attaque terroriste dans l'avion? Plein de questions en même temps là. Alors, il n'y a pas de raison de couper un transpondeur, il y a même eu des demandes pour que ce soit plus possible. Néanmoins, il y a déjà eu des cas dans lesquels il y a eu ce boîtier qui en fait envoie la position, l'altitude, la trajectoire et le nom de l'avion au contrôleur aérien civil. Ça leur envoie une information. Et donc les contrôleurs aériens civils vont capter cette information, et c'est ça qui va apparaître sur leur écran. Donc, le couper, ça sert à rien. Sauf s'il y a un surchauffe, sauf s'il y a un problème sur ce transpondeur, et c'est déjà arrivé. Donc tout ce que vous avez dans un avion, vous pouvez toujours le couper. Quel que soit le boîtier, que ce soit une radio, un transpondeur, un système de pilotage automatique, il y a toujours un bouton off. Alors par contre, ce qui s'est passé, c'est que entre le bouton fonctionnement normal et le bouton off, il y a un bouton intermédiaire, il y a une étape intermédiaire qui est j'envoie juste ma position et pas mon altitude. Et donc le rotateur, quand vous le tournez, vous devez passer par cet interstice. Et a priori, pendant 1/10 de seconde, il y a eu un moment dans lequel il n'y a pas eu l'altitude qui a été envoyée.
Et donc peut-être que ça voudrait dire que quelqu'un a réellement coupé manuellement. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes pointent sur le pilote. Maintenant, partons de cette idée-là. Parce que ça, c'est une idée qu'on peut pas exclure qu'un des pilotes ait voulu détourner l'avion. En termes de timing, entre le dernier au revoir et le moment où ça va se couper, on peut pas imaginer qu'une prise de commande, quelqu'un qui va rentrer dans le cockpit, un commando qui sait tout se servir de l'avion, qui sait faire demi-tour, qui s'installe, voilà. Il y a combien de temps entre les deux? C'est moins de 2 minutes, ouais. C'est très très rapide. Donc avoir une prise de contrôle de l'avion, on dégage les pilotes, on s'assoit et on prend les commandes, enfin c'est pas possible. Le timing est trop court. Si s'est passé quelque chose, une prise de commande de l'avion, c'est très probablement une des personnes qui sont déjà dans le cockpit, et donc a priori les pilotes qui sont déjà dans le cockpit. Moi personnellement, en tout cas, le fait qu'il y ait des Iraniens à bord, etc., on sait qu'ils allaient rejoindre leur famille en Allemagne, ils avaient des faux passeports pour pouvoir venir, mais c'était a priori pas des terroristes. En tout cas, ils sont passés par la sécurité tout à fait normalement, et il suffit pas d'avoir des passeports volés pour être un terroriste, heureusement, parce que sinon il y aurait beaucoup de crash. Mais en tout cas, imaginons maintenant qu'effectivement, quelqu'un aux commandes souhaite orienter l'avion vers Diego Garcia. Évidemment, si on s'oriente vers Diego Garcia, les Américains qui voient un avion de ligne radar fonctionnel pour les militaires, mais du coup avec son transpondeur éteint, les militaires vont considérer ça comme une menace, ils vont faire décoller des avions de chasse, ils vont l'intercepter, ils vont éventuellement l'abattre. Ça, c'est tout à fait crédible. Sauf que la trajectoire du MH370, on la connaît. Parce que vous avez justement ces échanges entre le MH370 et le satellite qui n'ont jamais été arrêtés. Il y a d'autres systèmes qui ont été stoppés, et donc notamment ce transpondeur, mais par contre la communication, et c'est une communication qui contient aucune information, c'est vraiment un ping. Le satellite demande à l'avion, est-ce qu'il faut toujours que je t'alloue une bande de communication pour ton téléphone satellite? C'est comme notre téléphone portable, il se fait interroger, je sais pas, toutes les 10 minutes par le réseau, c'est juste, est-ce que t'es là? Oui, je suis vivant. C'est tout ce que demande le satellite. Et donc l'avion répond, oui, je suis là. Cette réponse, elle donne quand même une indication sur la trajectoire de l'avion, qui est très peu précise, mais qui permet quand même de savoir s'il s'est rapproché ou s'il s'est éloigné du satellite. C'est ce temps. C'est le Burst Time Offset. Désolé, c'est un peu compliqué. En gros, si je t'interroge et que tu mets une demi-seconde à m'entendre, ou si tu mets une seconde à m'entendre, c'est que t'es à 300 mètres au lieu d'être à 150 mètres, c'est que t'es plus loin. Et bien là, justement, on sait qu'au fur et à mesure, à chaque ping, à chaque fois que l'avion a répondu, toutes les heures ou toutes les demi-heures, le temps de réponse était plus long. Donc ça veut dire qu'à chaque ping, l'avion s'éloignait du satellite. Or, le satellite est plus ou moins à la même latitude et à la même longitude que Diego Garcia. Donc on sait que l'avion n'a fait que s'éloigner de Diego Garcia, et ensuite les débris qu'on a retrouvés, qui ont mis 18 mois et demi, plus de 18 mois à dériver, et bien justement, ça correspond également à la zone dans laquelle on le cherche, qui est plutôt au large de l'Australie. Si le crash avait eu lieu au large de Diego Garcia, à l'emplacement de Diego Garcia, eh bien les débris seraient arrivés beaucoup plus tôt sur les côtes africaines. Donc il n'y a aucune chance que ce soit sur Diego Garcia. C'est très séduisant parce que ça permet d'expliquer plein de choses, et puis qu'on aime bien dire du mal des Américains. J'aimerais bien dire du mal des Américains, je suis passionné par ça, dire du mal du F-35 par exemple, mais en l'occurrence là on peut pas les pointer du doigt, tout simplement parce que l'avion s'est éloigné de Diego Garcia pendant toute sa trajectoire. D'accord. Et donc, petite question, c'est est-ce que les pilotes sont formés en cas d'attaque terroriste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, depuis le 11 septembre, il y a quelque chose qui est assez simple, vous aurez plus le cockpit, donc simplement si même ce qui s'était passé à l'époque, il y avait eu des terroristes donc avec des cutters qui avaient dit ouvre la porte sinon je lui tranche la gorge, les pilotes avaient ouvert la porte, on sait ce qui s'est passé ensuite, donc depuis, une prise d'otage à l'arrière, les pilotes ils ont l'ordre de se poser le plus rapidement possible, mais jamais ils vont ouvrir la porte. Les portes, elles sont blindées, donc même si vous tirez dessus avec un flingue, vous pouvez les enfoncer, mais avec une hache, vous n'avez pas de hache normalement dans un avion, mais néanmoins, vous n'avez pas la possibilité. Enfin, on peut pas imaginer une prise de commande qui se fasse de cette manière-là. Les prises d'otages, c'est pour ça qu'elles ont en fait disparu depuis 2001, et ces nouvelles normes de sécurité aérienne qui sont très très strictes. Les seuls cas où il s'est passé quelque chose, malheureusement, c'est le pilote qui était aux commandes. C'est le cas de la Germanwings, et depuis la Germanwings, on a cette règle d'avoir la règle des 4 yeux. Vous avez 2 pilotes en permanence, avec 2 yeux chacun, donc la règle des 4 yeux. Si jamais un des pilotes devait se lever pour aller aux toilettes, il est remplacé par une hôtesse qui rentre dans le cockpit, qui se met debout devant la porte, et qui surveille le deuxième pilote. Qu'il surveille d'un point de vue médical, parce que c'était ça la règle à l'origine.
Si jamais celui qui reste fait un malaise, bah, il faut vite appeler le deuxième. Donc il ne surveille pas pour voir s'il va se cracher. C'était vraiment quelque chose qui existait, et qui existait avant le Germanwings aux États-Unis. Et c'est une règle du coup qui est devenue plus ou moins globale maintenant. Mais du coup on a cette règle, on ouvre la porte que s'il n'y a personne de l'autre côté, il y a quand même un contrôle qui est très bien fait de ce côté-là. Si l'on reprend l'élément d'une manipulation humaine pour la coupure du transpondeur, ne peut-on pas penser que le crash du MH370 provienne de l'envie d'un des pilotes de se couper du monde extérieur afin de se crasher volontairement dans l'océan? Selon certains enquêteurs, l'avion aurait été piloté jusqu'au bout et certains légers virages ne peuvent avoir été réalisés qu'en manuel. Le pilote, Zahari Ahmad Shah, aurait ainsi voulu mettre fin à ses jours en faisant disparaître avec lui le Boeing et les 200 personnes à son bord. 3 autres arguments vont dans le sens de cette hypothèse. Le premier, l'avion est resté pile sur la frontière de la Malaisie et la Thaïlande, sans entrer dans l'un des territoires pour passer inaperçu. Une telle manœuvre ne pourrait pas venir du hasard ou d'une autre raison que de la volonté du pilote de passer sous les radars. Le deuxième, selon les données du FBI, le simulateur de vol de Zahari Ahmad Shah a été utilisé quelques semaines plus tôt afin de survoler le détroit de Malacca et l'océan Indien, dans un trajet similaire à celui qu'il empruntera avec le vol MH370. Le troisième, selon l'expert en accident d'avion Larry Vance, la taille et l'érosion d'un aileron haute vitesse de l'avion, retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion en juillet 2015, plaide pour une hypothèse d'un crash volontaire. La force de l'eau est vraiment la seule chose qui pourrait faire ce bord dentelé que nous voyons. Il n'a pas été rompu. Si ça avait été le cas, ce serait une coupure nette. Not only was it deliberate, it was pre-planned. I think every maneuver, every turn that was made in there was something that was pre-planned before the flight ever left the ground. I think that all of this pre-planned, the turn south is pre-planned, the destination is pre-planned, the whole thing is carried out according to a very deliberate plan. Alors, Xavier, que penses-tu de l'hypothèse du suicide? Vu comme ça, elle semble plutôt solide. Est-ce si facile que ça pour un pilote de vouloir mettre fin à ses jours? N'y a-t-il pas d'autres pilotes avec lui dans le cockpit qui peuvent empêcher ça? Les pilotes sont-ils suivis psychologiquement? Y a-t-il des procédures afin d'éviter toute volonté de se crasher? Alors, il y a 2 scénarios qui tiennent, et la piste du suicide du pilote, ou d'un des pilotes, ou une volonté de s'orienter vers le grand sud, vers le grand rien du tout, pour disparaître, est une des 2 pistes qui sont possibles techniquement, et qui sont fiables par rapport à tous les éléments techniques qu'on possède. Donc celle-là, maintenant, je vais te donner tous les arguments qui pourraient faire qu'elle est crédible. On a la coupure volontaire des systèmes avec ce passage, au moment où on éteint le transpondeur, avec le passage qui prouve qu'il y a eu un rotacteur qui aurait été tourné. Un virage qui se fait exactement sur la frontière. Et du coup, effectivement, tu n'entres pas dans un des 2 espaces aériens, la Malaisie, la Thaïlande, les pays se sentent pas agressés, puisque tu as un avion qui vole très haut sur une ligne aérienne qui les agresse pas. Donc ils se sentent pas violés dans leur espace aérien, ils n'ont pas besoin de faire décoller les avions de chasse, qui continuent cette trajectoire pour passer le plus loin des côtes, le plus loin des radars, et qui part vers le sud pour passer inaperçu. Un deuxième élément, c'est que les transpondeurs et tous les systèmes satellites qui avaient été éteints, parce qu'on a réellement une zone, notamment quand on survole la péninsule et le détroit de Malacca, dans lequel il n'y avait plus non plus les systèmes satellites. Mais au bout d'1 heure et demie de coupure, t'as un rétablissement électrique. Et t'as un rétablissement du modem satellite. Donc le système aurait été coupé, et une partie des systèmes aurait été rallumée ensuite. Donc qu'est-ce qui peut couper et rallumer un système? Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui imaginent que c'est un humain. Il y a une deuxième option, je pense qu'on en parlera juste après. Mais du coup, cette trajectoire, cette coupure, ce rétablissement électrique, le fait que le copilote cherche à rallumer son téléphone portable, est-ce qu'il veut signaler un problème que son commandant de bord l'a enfermé à l'arrière pendant qu'il était aux toilettes? Ça, on n'en sait rien, évidemment. On peut écrire plein de scénarios, plein de films pour Hollywood, il y en a plein qu'on puisse écrire avec ça. Malheureusement, ça, on peut pas le prouver. Et donc, on en parle à des psys, les psys diront, il y a des gens dans leur suicide, ils veulent faire souffrir, il y en a dans leur suicide, ils veulent faire un mystère, il y en a qui veulent apporter autant de souffrance que ce qu'ils souffrent eux-mêmes, donc emporter des gens avec soi, on revoit encore une fois avec le cas de la Germanwings, c'est déjà arrivé dans le passé, et le fait de vouloir créer un mystère, parce que là beaucoup de gens qui disent, un suicide il va se foutre en descente et il va se planter,
Non. Il y a la possibilité, par exemple, de dépressuriser l'avion, donc les gens à l'arrière, ils finissent par s'évanouir et s'endormir très paisiblement, malheureusement pour eux, mais au bout d'un moment, ils sont morts, quand ils n'ont pas d'oxygène depuis une demi-heure. Lui, il remet son masque à oxygène, au bout de 3/4 d'heure, il remet l'électricité pour avoir de nouveau la climatisation, quand il remet, et du coup, il a de nouveau de l'air. Tout ça, c'est techniquement possible, mais c'est pas prouvable tant qu'on n'a pas retrouvé l'avion. Et donc, évidemment, la zone est trop large, on n'a pas cherché au bon endroit pour pouvoir le retrouver à cette époque-là. Donc, ce scénario-là, il est réellement crédible et il est défendable. Et les pilotes, évidemment, alors en général c'est quand même des gens sains, équilibrés, qui suivent, qui ont des suivis médicaux tous les ans jusqu'à un certain âge, au-delà d'un certain âge c'est 2 fois par an, donc il y a vraiment un suivi médical qui est très profond, qui inclut maintenant le pilote Germanwings, un suivi psychologique également. Donc il y a des règles qui sont très strictes d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue équilibre psychologique, qui font qu'aujourd'hui il y a des pilotes qui perdent leur qualification pour cette raison-là, mais objectivement la première chose c'est quand même d'avoir un équipage qui travaillent ensemble, qui se connaissent. Là on était sur un commandant de bord instructeur avec un jeune qui était sur un vol d'instruction, donc c'était évidemment 2 pilotes très expérimentés, mais néanmoins on avait un pilote qui était quand même plus expérimenté que l'autre, et c'est sur lui que pèse un maximum de soupçons. Mais on a tellement investigué sa vie qu'on a été retrouvé que 6 mois avant il avait envoyé des SMS à une femme mariée, et donc ça veut dire que... Mais, les gars, faut arrêter quoi. Enfin, on a tellement investigué sa vie dans tous les sens, on n'a rien trouvé. Il y a des gens qui vont dire que son agenda est vide après cette date, mais c'est pas une preuve qu'il a voulu faire quoi que ce soit. Donc malheureusement pour lui, par contre, on trouve aussi des cas où on voit que son simulateur de vol est en panne. Et il cherche sur internet pour réparer son simulateur de vol. Et son simulateur de vol, il est quand même très difficile à exploiter, c'est pour ça que le FBI a été impliqué, tout comme le FBI a été impliqué après le crash de la Germanwings. Donc de la même manière, ça veut pas dire que c'est les Américains qui sont derrière. Oui, bien sûr. C'est logique, dans certaines investigations criminelles, de faire appel au FBI pour leur demander un soutien, notamment un soutien technique, parce que le FBI a des bureaux partout dans le monde. Ça veut pas dire que le FBI vient cacher des preuves. Les Malaisiens, pendant plusieurs jours, ils ont essayé d'analyser et de récupérer les données de ce disque dur, on avait continué à travailler dessus, donc il avait effacé normalement. On joue avec un jeu vidéo, on enregistre, on efface des données, et donc ils avaient essayé, les Malaisiens, de le faire tout seuls, ils n'ont pas réussi, donc ils ont fini par accepter l'aide technique des Américains. Mais du coup, tout cet ensemble de choses, est-ce que le simulateur de vol où le pilote suit une trajectoire et redescend, est-ce qu'elle est suffisante pour le pointer du doigt? Non, très clairement. C'est une option, et on ne pourra pas le prouver. Donc, mais c'est l'option la plus satisfaisante et la plus facile, objectivement, de toutes celles qui restent. Mais c'est souvent les solutions les plus faciles, de toute façon, qu'on a le plus envie d'adhérer. C'est celle qu'on peut expliquer le plus facilement quand on a que 2 minutes dans les médias, donc voilà. C'est celle que vous voyez le plus souvent. Exactement. Alors, maintenant, pour l'idée que l'avion ait pu être piloté jusqu'au bout, ça peut-être, mais surtout qu'il y a un amérissage volontaire qui a été réalisé, c'est la théorie de Larry Vance. Cette théorie, elle se basait sur les photos du premier flaperon, du premier morceau qu'on avait retrouvé à l'époque, et il disait la déformation telle qu'on l'observe prouverait que le système, les pilotes ou quelqu'un aux commandes avait sorti les volets pour préparer un amérissage à basse vitesse. Or, ça ne reposait que sur des images, et derrière il y a eu des analyses mécaniques, des torsions qui ont été suivies par ce flaperon, et puis ça correspond pas du tout. Ah bon? Même, encore pire que ça, le hasard a voulu qu'on retrouve 2 morceaux qui étaient l'un à côté de l'autre, et si on avait sorti les volets, ils se seraient plus alignés de la même manière avec le flaperon. Or, ces 2 morceaux ont subi un choc commun, et ce choc commun prouve que tout était rentré. Donc, cette théorie initiale était possible à l'époque où on n'avait pas fait les analyses mécaniques et on n'avait pas retrouvé les autres morceaux. Donc, l'amérissage, il est totalement exclu, d'autant plus qu'ensuite, les autres données qu'on a pu analyser, les données Inmarsat nous donnent une chute qui correspond très clairement à un avion qui tombe en vrille ou qui tombe en décrochage, ce qui correspond au simulateur de vol quand on arrive en panne d'essence à la fin d'un long vol. On a des systèmes, on a des morceaux de débris qui ont été arrachés par les vibrations. Pas à l'impact, par les vibrations. Ça a tellement vibré que vous avez les petits trous des rivets, on voit que ça les a agrandis par les vibrations jusqu'à se décomposer. Donc on sait bien que l'avion n'a pas été améri volontairement par quelqu'un. Accessoirement, Larry Vance, il s'est pas mal ridiculisé par la suite.
parce que lui, il était tellement parti dans son scénario, pourtant c'est quelqu'un qui est très renommé dans l'analyse mécanique et technique. Il a dit oui, puisque les pilotes avaient pris 1h30 de pétrole en plus par rapport à la trajectoire qu'ils allaient faire, ça prouve qu'ils voulaient détourner l'avion. Bah non, tous les pilotes du monde prennent toujours 1, 2, 3 heures de pétrole de plus que le trajectoire sur lequel ils vont aller, parce qu'au cas où il y a un problème à destination, il faut pouvoir tourner dans le ciel, il faut pouvoir revenir en arrière. Donc c'est normal d'avoir 1 ou 2 heures de pétrole de plus que la trajectoire qu'on va réaliser, et lui il avait pris ça comme une preuve que les pilotes étaient en cause. Donc là, clairement, l'arrivante, vous pouvez l'oublier, malheureusement pour lui, il s'est pas mal décrédibilisé sur ce cas-là, mais les théories qu'il avait avancées il y a 5-6 ans continuent à être très populaires, je sais pas pourquoi. C'est parce que, encore une fois, c'est simple à comprendre. Ouais, c'est ça. Le crash viendrait d'un souci technique. Il y aurait eu un incendie dans l'avion. Le trajet en sens inverse aurait été fait par le pilote pour atteindre l'aéroport le plus proche. C'est aujourd'hui l'hypothèse que tu défends, Xavier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ok. Alors, c'est pas réellement celle que je soutiens, mais je veux qu'elle soit pas oubliée pour pas qu'on accuse potentiellement injustement le pilote, parce qu'on sait pas prouver que c'est le pilote. Il y a une hypothèse technique qui est crédible et qui correspond à tous les éléments, toutes les données qu'on a pu collecter. Imagine, tu as un problème majeur, peut-être un incendie dans la soude, peut-être un système qui va dysfonctionner, et qui provoque un gros dysfonctionnement des systèmes électriques de l'avion. L'avion, il a un système de protection automatique qui s'appelle le ELMS, Electrical Load Management System, qui, quand il s'active, va décharger un certain nombre de boîtiers électriques, et notamment, si on garde que les 4 principaux, parce que c'est par ordre de priorité, on va perdre les communications, on va perdre même la pressurisation de l'avion, et il va rester en gros que les systèmes de navigation. Imagine les pilotes, pas de bol, ils passent la frontière aérienne, il y a ce système qui se déclenche, ils savent pas exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un virage vers la gauche pour retourner sur le premier aéroport le plus proche. Pas de bol pour eux, ça correspond aussi à la frontière aérienne entre les deux pays. Ils peuvent pas avertir qu'ils ont un problème, ils retournent vers le premier aéroport. Et vous savez que dans un avion, il y a des priorités, c'est d'abord aviate, navigate et communicate. Donc de toute façon la communication, peut-être que c'est pour ça qu'ils auraient rallumé le téléphone portable pour essayer de communiquer. On le sait pas ça. Ils arrivent sur le premier aéroport, qui se trouve être fermé. Donc ils s'orientent, parce qu'on est la nuit, donc ils s'orientent sur le deuxième aéroport, ils traversent toute la péninsule, il y a des variations d'altitude qui sont prouvées par les radars. Est-ce qu'ils ont voulu essayer d'éteindre l'incendie, remonter plus haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça on le sait pas, on sait qu'il y a ces variations d'altitude. Quand ils arrivent sur le deuxième aéroport, donc ça c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des actions manuelles dans le cockpit. Ils arrivent sur ce deuxième aéroport, ils interceptent le VOR, donc ils interceptent une balise de radionavigation, ou en tout cas ils font une trajectoire comme s'ils interceptaient. On a encore une fois les radars très très précis, c'est bien aligné sur les balises qui se trouvent au sol. Donc ils repartent vers le nord, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils voulaient à ce moment-là. Et puis on a quelque chose dont j'ai parlé, le système va se rallumer. Alors qu'est-ce qui peut faire que ce système s'éteint et se rallume? Eh bien le LMS, le système électronique qui s'est coupé parce qu'il y avait une surtension électrique ou un incendie, si l'incendie s'éteint, le système va se relancer et va relancer l'électricité. Donc imaginons qu'il y a un incendie et que cet incendie provoque une dépressurisation, ce qui a déjà eu lieu dans un vol test en 1996. On peut imaginer que cet incendie serait éteint par la dépressurisation, puisqu'on ne peut pas avoir d'incendie à une altitude très élevée. Et donc le système ayant éteint l'incendie, l'électricité se relance et vous avez un rétablissement électrique. Parce que pourquoi est-ce que je parle de dépressurisation? C'est que le premier ping, le premier rétablissement de communication entre l'avion et le satellite, il se fait avec un ping dont la fréquence n'est pas normale. Et elle correspondrait à un système qui aurait été refroidi et qui est en train de se réchauffer. Et donc ces pings sont décalés. Donc on sait, avec une très très grande certitude, on peut pas le prouver encore une fois, ce n'est qu'un écart par rapport à une fréquence, mais on se doute qu'il y a eu une dépressurisation sur cette période-là. Donc la dépressurisation, est-ce que c'était pour endormir les passagers comme je l'ai dit tout à l'heure, ou est-ce que c'est le système, un petit trou qui s'est mis quelque part, qui a créé une dépressurisation, qui a éteint l'incendie, qui relance l'électricité? Et alors, est-ce que tout le monde est mort à bord à ce moment-là? On ne sait pas. Regarde le cas du vol Helios, le vol dépressurisé. Après des heures et des heures de vol,
t'as quelqu'un qui a été dans le cockpit, un des PNC, un des stewards, et qui a réussi encore à toucher aux commandes et qui a réussi à faire des virages. Le fait qu'il y ait encore un virage qui parte plein sud, ça veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un aux commandes. Ça peut être un pilote qui s'effondre sur ses commandes, ça peut être quelqu'un à l'arrière qui a eu un masque à oxygène jusqu'au bout et qui a réussi à faire un virage, et qui s'est orienté vers là où il croyait voir une ville ou quelque chose. On sait pas pourquoi est-ce qu'il y aurait eu ce virage. Et donc après, dépressurisation, l'avion vole en ligne droite pendant des heures et des heures jusqu'à arriver nulle part, dans le grand vide, là où on le retrouve jamais. Mais du coup, cette option-là, je veux juste pas qu'on dise systématiquement c'est la faute du commandant de bord, il faut pas l'oublier, elle est complexe, parce que l'extinction, le ralliement, enfin tout ça c'est compliqué, mais elle est parfaitement crédible et plausible par rapport à tous les éléments qu'on a. Et du coup cette potentialité technique, elle est équilibrée, et c'est pour ça que les rapports d'enquête sont pas satisfaisants. Ils peuvent pas dire c'est ça ou ça. On peut travailler par exclusion, on peut dire c'est pas les Maldives, c'est pas Diego Garcia, il n'est pas parti sur les îles Christmas, il n'a pas été exposé sur une base secrète chinoise pour récupérer des... Tout ça, vous pouvez l'oublier, c'est juste pas possible. On sait que l'avion n'a pas été abattu par un missile, on sait que l'avion a continué à voler pendant des heures et des heures, parce qu'on a des éco-radars, parce qu'on a les téléphones, parce qu'on a tout. Donc on peut exclure beaucoup de scénarios, notamment malheureusement les scénarios qui font la une dans les médias parce que c'est plus sexy, mais par contre on pourra jamais trancher entre l'incident technique ou le détournement par l'un des pilotes. Ouais. Et si on retrouve l'avion, on pourra trancher? Alors, si on retrouve l'avion, on verra qui est dans le cockpit. Est-ce qu'ils sont 1? Est-ce qu'ils sont 2? Est-ce que c'est une personne extérieure? Est-ce qu'il y a des traces d'incendie? Et vous vous souvenez, même des crashs comme le Égyptaire, on retrouve des traces de suie, de cendres. On peut retrouver des années plus tard encore des systèmes qui permettent de faire des analyses. On verra les déformations. Et sur les bouts qui ont été retrouvés de l'avion, il n'y a pas de traces d'incendie? Alors, justement, c'est ça qui est complexe. Les morceaux qu'on a retrouvés, il y en a un qui a des traces d'incendie, mais on ne sait pas si c'est arrivé une fois que c'était sur la plage à Madagascar, parce qu'il arrive qu'il récupère des morceaux de branchage et qu'il fasse cramer. Là, il se trouve que c'était un morceau de carbone qui était en fait la paroi d'un boule... Enfin, donc peut-être qu'ils l'ont fait cramer en arrivant, mais peut-être que ça a brûlé à l'impact sur le sol avec un petit peu de reste de fuel qui pouvait être encore à bord. Donc les morceaux qu'on a retrouvés ne comportent pas de traces d'incendie dont on puisse prouver l'origine au moment de l'impact. Mais oui, il y en a un sur lequel il y a une trace d'incendie. Donc on peut pas trancher encore une fois. C'est ça qui est vachement compliqué. Penses-tu qu'il s'agit vraiment du plus grand mystère de l'aviation civile, ou bien le mystère est à tes yeux en partie résolu puisqu'il y a quand même deux explications qui se battent en duel? Est-ce que tu pourrais nous expliquer où en sont les recherches aujourd'hui, en 2021, où en est cette affaire? Penses-tu que l'on retrouvera l'épave un jour? Et as-tu des idées sur sa localisation? Travailles-tu toujours dessus? Peut-il y avoir encore des rebondissements dans cette histoire? Dis-nous tout. Alors, est-ce que c'est le plus grand mystère de l'aviation? À tes yeux, du moins. Il y a eu des avions par le passé qui ont disparu. Les ovnis sont peut-être un autre mystère qu'il faudra répondre, mais en tout cas, pour l'aviation civile commerciale, et surtout vu la proximité, on est quand même... C'est pas le Moyen-Âge de l'aviation, on est en 2014, 2015, 2020. C'est parfaitement inacceptable. Et c'est pour ça aussi que c'est incompréhensible et que beaucoup de gens pensent qu'il y a un complot qui est derrière ça. Mais du coup ça reste, et ça restera à mon avis, le plus grand mystère de l'aviation, parce que ce qu'on est en train de faire comme évolution sont réalisés pour que ça puisse plus jamais survenir. On est en train d'imaginer des avions avec des boîtes noires qui remonteraient si ça tombe dans l'eau pour pouvoir envoyer la position. Ah ouais. Voilà, donc on a des évolutions qui font qu'il n'y aura plus de mystère comme celui-là, et tant mieux, mais en attendant, ça reste et de très loin le plus grand mystère de l'aviation. Si, par bonheur, Elon Musk, j'appelle, qui vous voulez, un mec qui a des milliards là, mets 100 millions s'il te plaît dans l'investigation, parce qu'aujourd'hui, comme c'était très complexe, on a eu au fur et à mesure des années, par exemple le CNRS australien a sorti son étude en 2019, après les investigations sous-marines. Et donc on a finalement des éléments qui continuent à arriver parce qu'ils nécessitent des années et des années d'analyse avec des supercalculateurs, c'est vachement complexe. Et donc on a aujourd'hui une précision encore plus grande qu'à l'époque sur la zone de recherche, et effectivement il y a notamment l'IG Group
le groupe d'indépendants, d'enquêteurs indépendants, alors eux, ils n'ont pas de mandat officiel, mais ils continuent à faire leurs investigations, et par exclusion, ils ont fini par tomber sur une zone qui était la plus crédible, et c'est une zone qui n'a pas encore été investiguée. Donc j'espère... Et c'est une zone de combien de kilomètres carrés? Oh, elle doit faire 1000 km². Ah oui. Donc 10 000 km². Oui, ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais maintenant, quand on est sur un carrif qui fait 100 km sur 100 km, c'est mieux qu'avoir une zone qui fasse 4000 km de long. Parce qu'on est sur une zone qui fait 4000 km de long sur 150 km de large. Donc c'est pour ça que c'est vachement compliqué. Donc si on pouvait relancer la zone, une recherche dans cette zone-là, j'espère vraiment qu'on trouvera quelque chose. Aujourd'hui, c'est les fonds qui manquent, et on a réussi à un moment à avoir une société spécialisée dans les investigations sous-marines, à faire sur ses deniers propres une recherche en disant si je trouve, vous me payez, si je trouve pas, vous me payez pas. Donc ils ont déjà perdu de l'argent, je suis pas sûr qu'ils aient envie de tenter une deuxième fois. Néanmoins, l'espoir fait vivre, et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on pourra relancer ces recherches et trouver l'avion. Parce qu'il est forcément à cet endroit-là, c'est pas possible qu'il soit très très loin. On s'est peut-être trompé de 50, de 100 km, on s'est pas trompé de 5000 km. Ça, c'est pas possible. Il y a un dernier potentiel, mais lui qui est vraiment... on sait pas, c'est expérimental, on l'a jamais fait par le passé, et vous avez des investigations encore avec l'écho radar, des radios téléphoniques, des gens qui parlent, des CB, etc. Ça rebondit, et il y a les capteurs qu'on avait enregistrés à l'époque, qui avaient en fait le bruit de fond HF, ils sont en train de l'exploiter pour essayer de retrouver éventuellement des petites choses. Donc, je sais pas à quel point c'est crédible, il y a des prix Nobel qui disent que c'est pas possible, mais ils ont réussi à retracer une trajectoire qui part quand même vers le sud. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à quelque chose? Est-ce qu'ils vont réussir à donner une position plus précise? En tout cas, même cette orientation-là pointe vers la même position qui a été identifiée par l'IG Group. Peut-être un petit peu plus au nord, mais on est sur des zones qui sont vraiment très très proches. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui va arriver, mais je sais pas la valeur scientifique, puisqu'on n'a jamais eu la bonne idée de cracher un autre avion pour vérifier. Donc si on arrive à quelque chose, ce qui serait exceptionnel, et ce qui est possible parce que cette zone est vide, il n'y a pas d'avion qui vole dans cette zone-là, donc peut-être que c'est lui qui a fait un écho, bah, peut-être que ça vaudrait le coup de chercher à cet endroit-là sur lequel ils vont pointer. Aujourd'hui, la valeur scientifique de ces études, elle n'est pas établie. Bon bah du coup ça laisse un petit goût amer pour le mot de la fin. Ça laisse un goût amer, mais il y a vraiment un espoir. Ouais, j'allais te demander si t'avais de l'espoir. Mais... Faut pas laisser tomber, ne serait-ce que pour la sécurité aérienne et ne serait-ce que pour la famille des victimes. Moi je me souviens quand il y a eu le Flaperon qui est arrivé sur l'île de la Réunion, donc dans les médias j'ai beaucoup répondu sur cet épisode-là. Je sais à cette époque-là j'avais commencé à faire CNN et plein de chaînes internationales. Et ben j'avais des familles des victimes qui me disaient « Vous savez que vous m'avez retiré un poids ». Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des théories du complot qui disaient que ma famille a été peut-être retenue en otage sur une île quelque part. Ma famille est décédée, c'est aujourd'hui que je peux faire mon deuil. Alors, je pense que plus personne n'a de doute, il n'y a plus aucun survivant sur cet accident, mais simplement avoir une réponse si l'avion a été abattu, impossible, mais au moins on aura une certitude, et on ne se basera pas sur des éléments un peu théoriques qui sont romancés, mais qui permettent d'être très vendeurs et de vendre beaucoup de livres. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé récemment. Voilà. Donc moi je crois qu'il faut quand même continuer ces enquêtes et qu'il faut absolument qu'elles reprennent. Et si l'investigation française arrive à une conclusion, eh ben tant mieux, parce qu'aujourd'hui la seule investigation qui continue, c'est avec la gendarmerie des transports aériens. Bah, je leur envoie plein d'ondes positives, envoyez-leur les ondes positives aussi, parce que c'est réellement sur eux qu'on compte pour avoir une réponse. Bah merci beaucoup Xavier. Merci à toi, c'est un plaisir.